Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format, émission consacrée au décryptage des sujets qui ont dominé l'actualité dans la presse ivoirienne tout au long de la semaine. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau Ambroise Thietier. Il est journaliste, analyste politique. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, comment vous allez? Oui, ça va. Merci. Ambroise Thietier, journaliste, analyste politique. Tout à fait. Alors, synthèse de la semaine rétro, micro, trottoir, focus aux médias africains. Voici les différentes rubriques de cette émission qui s'ouvre à présent avec la synthèse de la semaine. Le temps, on découvre que Konaté Navigué a lâché définitivement Pascal Affi N'Guessan pour répondre favorablement à l'appel de Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, l'avenir parle de guerre de positionnement dans ce qu'il appelle la galaxie Gbagbo, en écrivant à sa une que Assoa Adou tente de verrouiller Koné et Katina. Le journal renchérit pour dire qu'après Affi N'Guessan, de nouveaux clans se forment et s'affrontent au sein du FPI. Sur Abidjan.net, on lit de Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande, que le PDCI reviendra au pouvoir en 2025 avec une nouvelle génération. Fraternité Matin rapporte les propos du Premier ministre Patrick Achi au sujet du métro d'Abidjan. Nous entrons dans la phase active des travaux. Pendant ce temps, le Jour Plus révèle que pour les présidentielles de 2025, Gbagbo choisit son fils et dit non à Blé Goudé. Faisant allusion à la trahison en politique, le confrère aujourd'hui affiche quand l'histoire se répète. Le matin, le confrère estime que l'idée de Bédié, prix Nobel de la paix, est une plaisante. Terminons pour le plaisir des amoureux du ballon rond. Les poules de la CAN 2022 sont connues sur le site Afriki Press. On lit que la Côte d'Ivoire retrouve l'Algérie pour une revanche dans un groupe équilibré. L'intelligent d'Abidjan nous plonge au cœur de la grève des agents pénitentiaires en relatant ce qu'il s'est passé hier, mercredi 18 août 2021, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Relativement à ce même sujet, Kwasi.com évoque des arrestations et fait écho de la mise au point du ministère de la Justice. Avec la connexion ivoirienne.net, on apprend que bientôt, les motos et tricycles seront interdits sur plusieurs artères à Abidjan. Cela pour renforcer la sécurité routière face à l'accroissement des accidents de la circulation routière. Commençons cette revue de presse avec l'expression évoquant la démission de Mamadou Koulibaly de la tête de la mairie d'Azaguié. Ce journal affirme qu'il a lâché ses électeurs pour de l'argent. Selon Le Temps, cette démission est née d'une contrainte du pouvoir en place, c'est-à-dire le RHDP. Pour sa part, Fraternité Matin s'intéresse à la lutte contre la maladie à virus Ebola en signifiant que le dispositif sécuritaire et sanitaire a été renforcé aux frontières pour le quotidien. Des compagnons de voyage du cas déclarés ont été formellement identifiés et sont pris en charge. Alors, Ambroise Thietier, on vient à l'instant de voir la synthèse des revues de presse quotidiennes. Dans l'édition du mardi 17 août 2021, on a appris que Konaté Navigué a définitivement lâché Pascal Affi N'Guessan pour rejoindre Laurent Gbagbo. Comment expliquez-vous ce choix de Konaté Navigué? Il a fait... Bon, d'abord, on l'a appris avec beaucoup de surprises. Hein. On l'a appris avec beaucoup de surprises. Pourquoi surprise? Surprise parce qu'il était avec Affi, le président Affi. Il était vice-président chargé de la mobilisation. Donc, il était avec le président Affi dans les clans qui se sont formés entre les Gors, comme on dit, Baboriens et les affidés en griffe, les partisans d'Affi. Pascal Affi N'Guessan. Donc, il était l'un des leurs, l'un des partisans d'Affi. Et avec
les derniers développements de l'actualité, le président Gbagbo qui décide de créer un autre parti, ça lui a certainement mis la pression, puisqu'il a dit qu'il ne veut pas se rendre coupable d'un parricide. Voilà. Bon. Mais je note qu'en politique, ces termes-là relèvent de l'émotion. Hein. Ça relève de l'émotion que ça n'a pas sa place en politique. Voilà. En politique, on a vu, aux temps antiques, on a vu Brutus être au nombre de ceux qui ont tué l'empereur César. Et il a dit, Brutus, toi aussi mon fils. Voilà, donc c'est pour dire qu'en politique, il n'y a pas la place pour l'émotion. Hein. Il n'y a pas la place pour l'émotion. Il a privilégié l'émotionnel. Bon, c'est son choix. C'est son choix, on ne va pas le discuter. Mais il faut reconnaître que bon, il lâche Afi à un moment où le gars avait besoin de lui, le monsieur avait besoin de lui. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter à Afi N'Guessan? Vous le dites, il lâche Afi à un moment où le monsieur avait besoin de lui. Qu'est-ce que Konaté Navigué pouvait apporter concrètement à Pascal Afi N'Guessan? Non, mais ils sont à une phase où chaque camp, où chaque leader, si je puis dire, a besoin de compter sa troupe, de compter ceux qui sont avec lui. Et c'est en ce moment-là qu'il le lâche, donc on peut dire que c'est une défection pour le camp Afi. Voilà, c'est en ce sens qu'il le lâche à un moment où le gars a besoin de lui, où le monsieur a besoin de lui. Donc, c'est un moment critique de la vie du FPI qui se trouve face à un schisme. Ça, il faut le dire, c'est un schisme que le président Gbagbo prend la responsabilité historique d'opérer. Lui qui en était le fondateur, c'est un paradoxe quand même. Généralement, on voit les fondeurs qui éjectent le président, mais là, c'est un tout autre schéma où le président lui-même, il prend la responsabilité de partir avec les fondeurs, de prendre le camp des fondeurs, le parti des fondeurs. Pour un démocrate, il dit qu'il est démocrate, et on lui avait reconnu ça. Vous ne pensez pas qu'il est démocrate? Non, non, il ne s'agit pas que je pense. Moi, j'ai fait un constat simple. Et il devait pour ce qui me concerne, tout ça devait se faire au sein d'un congrès. Les contradictions au sein d'un parti, les textes qui régissent un parti, et balisent en même temps et les limites de chacun. Et quand il y a des contradictions, elles se règlent par les textes. Laurent Gbagbo n'a pas respecté les textes. Mais les textes... Quand on ne respecte pas les textes, on n'est pas démocrate, c'est ce que vous dites? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai fait des constats. Voilà. Le constat, il est quoi? Il n'est pas démocrate ou... Le constat, il est qu'il a pris le parti des frondeurs, ceux qu'on appelle les Gors, qui ont toujours contesté la légalité dont se réclame le président Afi. Et a raison d'ailleurs. Alors, on parle de Konaté Navigué. Vous dites qu'il est dans l'émotion. Est-ce que vous rejoignez Afi N'Guessan quand il affirme que ceux qui le quittent pour Laurent Gbagbo sont sans conviction? Konaté Navigué est parti, c'est un homme sans conviction? Non, moi je ne dirais pas les choses comme ça. Encore que le terme conviction en Afrique, il est péjorativé. Et parce que les convictions, elles sont à géométrie variable. Voilà, on peut aujourd'hui alléguer de certaines convictions puis suivre une personnalité donnée et puis demain laisser cette personnalité alors qu'on avait dit qu'on la suivait pour des convictions. On a vu, je vais peut-être faire ouvrir une parenthèse, on a vu l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui était un des pontes du RHDP et affirmé le 8 février 2019 qu'il partait pour l'aventure de ses convictions. Donc il était au RHDP comment? On se demande, il était là-bas à quel titre? Donc les convictions, moi je les mets en griffe. Voilà, je les mets en griffe. Alors, donc je ne dirais pas qu'ils sont sans conviction, mais je dirais en même temps, bon, ils ont fait leur choix. Alors ce choix de Konaté Navigué de rejoindre Laurent Gbagbo dans son nouveau parti qu'il compte créer, est-ce qu'il handicape quelque part Pascal Afi N'Guessan? Non, on ne dirait pas qu'il handicape. Mais vous avez dit qu'il est parti à un moment où Pascal Afi N'Guessan avait besoin de lui. Oui, quand je dis... S'il part, c'est que son départ, il est handicapant pour Pascal Afi N'Guessan. Non, pas handicapant dans l'absolu, mais je peux dire que ça peut le gêner, ça peut gêner le président Afi de savoir que l'un de ses lieutenants l'a lâché à un moment. Surtout qu'il était chargé de la mobilisation. Voilà. Donc, de ce point de vue, on peut parler d'une gêne. Moi, je parlais plutôt d'une gêne que d'un handicap. Voilà, une gêne, voilà, d'être lâché. Alors, parlant de Pascal Afi N'Guessan, lors de sa dernière sortie du comité central extraordinaire qu'il a organisé dans le QG du FPI,
il a eu des propos à l'endroit de Laurent Gbagbo. Il a qualifié Laurent Gbagbo de monarque. Il a dit qu'il n'était pas démocrate. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui s'est accroché au pouvoir en 2011, 2010-2011. Comment vous avez trouvé sa sortie? Ouais, je souris parce que je souris et bon, là, je lui laisse la responsabilité des épithètes qu'il a sortis. Mais moi, je trouve qu'il est allé un peu trop loin. Il est allé un peu trop loin. C'est vrai, on comprend, hein, on comprend, on peut comprendre, mais ça ne justifie pas qu'il soit sorti de ses gonds comme ça. Et aujourd'hui, il avait soutenu justement le président Laurent Gbagbo, au moment où il s'accrochait, oui, comme il le dit aujourd'hui. Donc ça fait un peu désordre. Hein. On peut être fâché, on peut ne pas être content, mais je crois qu'il faut savoir garder certaines limites. Hein. Parce que là, quand il dit ça, lui aussi, il se met en cause là. Hein. Il n'est pas très crédible quand il dit ça. Voilà, aujourd'hui, il n'est pas très crédible. Il aurait pu, en ce temps-là, prendre ses responsabilités pour claquer la porte. Pour dire que non, tu t'accroches, tu as perdu. Moi, je ne peux pas te suivre. Alors, d'aucuns disent de Pascal Affi-N'Guessan avec cette sortie qu'il fait preuve d'ingratitude à l'endroit de Laurent Gbagbo. Il a été trop dur, trop méchant. C'est aussi votre constat? Non, mais je reviens sur mes propos de l'entame pour dire qu'en politique, les sentiments n'ont pas leur place. Voilà. C'est vrai, on peut dire un tel a été ingrat, mais c'est courant en politique. Hein. Et en politique, ça fait partie... Je peux dire, ça fait partie de l'ADN des politiciens, que d'être ingrat, en griffe, que d'être ingrat, parce que chacun trace sa voie en fonction de ses intérêts, en fonction de ses objectifs. Et si pour cela, il doit passer sur le corps de son père en griffe, il le fera. Voilà, c'est la politique qui le commande. Donc, moi, traiter Affi-N'Guessan d'ingrat, je n'irai pas jusque-là. Je dis simplement que c'est dommage qu'ils en soient arrivés là. Et vous dites aussi qu'il n'a pas été crédible. Oui, mais quand aujourd'hui il dit que Laurent Gbagbo voulait s'accrocher au pouvoir, je trouve que... Parce qu'on est tous contemporains de cette histoire-là. C'est ça. Voilà. On l'a vu aller à Addis Abeba, si je ne me trompe, où il est revenu, il a dit des choses qui n'avaient pas été dites là-bas pour soutenir le président Gbagbo, justement. Hein? Et après, un panel de chefs d'État est venu le contredire, alors qu'il avait dit autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, il n'est pas crédible par rapport à cette histoire-là. Alors, le journal L'Avenir a évoqué une guerre de positionnement entre Assoa-Adou et Kone Katina aux côtés de Laurent Gbagbo. Faut-il de ce fait craindre la formation de nouveaux clans au sein du FPI? Oui, mais justement, le FPI aujourd'hui est à un tournant, on peut le dire. Est à un tournant, on peut même dire à la croisée des chemins, après le schisme que le président Gbagbo lui-même a. C'est quand même dommage, je reviens là-dessus. C'est dommage que le président Laurent Gbagbo n'ait pas pu saisir cette opportunité après son retour de La Haye, et après avoir gagné la bataille à l'international contre la justice. On l'attendait comme le Messie au FPI. Il vient aujourd'hui, c'est lui qui divise. C'est quand même, je ne suis pas du FPI, je n'ai aucun atome crochu avec eux, mais j'estime qu'il a raté là une belle occasion de rentrer dans l'histoire du pays et dans l'histoire de son parti. Comment il s'est rentré dans l'histoire? Mais en rassemblant tous les courants, tous les camps. Hein. Il pouvait le faire au sein d'un congrès qu'il convoquait. À double titre, en tant que fondateur et ancien président, il les convoquait. Et il avait leur linge sale en famille. Et c'est là qu'il aurait pu prendre le président Affi à son propre jeu, hein, en faisant respecter les tests. Hein. Parce qu'Affi, on se rappelle, il disait que si le président Laurent Gbagbo lui fait la demande de prendre la tête du parti, il la lui céderait sans problème. Il le mettait là au pied du mur. Effectivement. Il le mettait là au pied du mur lors d'un congrès. Et tout le monde aurait constaté, aurait avisé. Alors, face à la crise que vit le FPI, de nombreux observateurs de la vie politique ivoirienne s'interrogent au sujet du sort de Simone Gbagbo. On se demande où va-t-elle aller finalement? Est-ce qu'elle va suivre Pascal Affi-N'Guessan ou Laurent Gbagbo dans son projet de création de son nouveau parti politique, ou va-t-elle elle aussi créer son parti politique? La question demeure. Cependant, on peut spéculer. On peut spéculer parce qu'on sait tout ce qui s'est passé quand son mari, je ne sais pas si je dois encore dire mari ou ex-mari, est revenu de Bruxelles. On a tous vu le spectacle, le spectacle proprement scandaleux, qui a été produit à la face du monde, à l'aéroport, où il était tiraillé entre ses deux épouses. Voilà. Donc,
On a même été surpris de la voir, mais je crois que c'est une femme qui s'assume. Il faut lui reconnaître ça, qui s'assume, parce que je ne pense pas que toute autre personne à sa place serait allée à ce congrès, à ce comité central extraordinaire convoqué par M. Laurent Gbagbo, hein, après toute l'humiliation qu'elle a subie. Hein. Mais elle y est allée. Je crois qu'en cela, il faut saluer son courage. En cela, il faut aussi saluer sa constance, puisqu'elle a toujours été, politiquement, je veux dire, en phase avec son mari, son ancien, je me perds un peu dans cette histoire, son mari, son ancien mari, avec M. Laurent Gbagbo. Donc là, elle le démontre là que les problèmes conjugaux ne peuvent pas interférer dans sa vie politique. Dans sa vie politique, je ne sais pas s'il faut lui tirer le chapeau, mais s'il faut... Vous ne voyez pas Simone en train de créer un parti politique? Non, pour le moment, moi j'ai pu dire qu'elle est en sursis. Quand je dis elle est en sursis, ça veut dire que peut-être qu'elle veut pousser son mari à la faute, ou elle veut voir jusqu'où il va aller. Hein? Elle le regarde, elle veut voir jusqu'où il va aller, mais elle est politique de la tête aux pieds, cette femme. Donc je ne pense pas qu'elle puisse se contenter d'un rôle de spectatrice. Hein? Ça, c'est clair qu'elle ne va pas. Donc, on va voir le parti qui va être formé, on va voir l'organigramme de ce parti, on va voir la place qu'elle va occuper au sein de ce parti, et de ce parti, à partir de ce moment-là, on verra bien comment elle va réagir. Si elle occupe une place secondaire, je suis sûr qu'elle va prendre ses responsabilités. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo va accepter de lui faire la passe? Lui faire la passe, c'est-à-dire? Quand vous dites que si elle occupe une place secondaire, on verra ce qu'elle va faire. Oui. Est-ce que Laurent Gbagbo va accepter qu'elle joue le premier rôle dans ce nouveau parti politique? Il est seul à répondre à cette question. Il est seul à répondre à... Je lui dis, nous on est dans la spéculation. Nous on dit, bon, on les regarde, parce que là, ils sont dans un jeu de rôle. Hein. Ils sont dans un jeu de rôle. Elle le regarde, elle veut voir jusqu'où il va aller dans sa démarche. Si il va l'appeler auprès d'elle et auprès de lui, ou alors il va la snober. On verra bien ce que ça va donner. Alors, s'il arrivait que Simone crée son parti politique, que va devenir finalement le FPI? Non, ce serait le pire scénario pour M. Laurent Gbagbo. Parce qu'elle est aussi populaire. Pas autant que lui, mais elle est populaire. Je dirais même formidablement populaire au FPI, où elle compte beaucoup de partisans, beaucoup de sympathisants. On l'a vu là, après qu'elle a été humiliée. Et ça encore, le peuple, aussi bien les peuples des partis politiques en griffe que le peuple tout court, aime les martyrs. Hein? Elle a endossé le manteau du martyr là, avec toute l'humiliation qu'elle a subie, et ça lui a donné un regain de popularité au sein du parti. Donc je crois qu'elle va capitaliser ça. Voilà, donc ce serait un scénario, le pire scénario pour le président Gbagbo, qui... Il ne le dit pas, mais on le voit tous, comme lui-même il aimait à le dire, on voit le dos du nageur. Il orgne vers le fauteuil en 2025 et je crois qu'il n'a pas intérêt à avoir Simone contre lui. Alors, le journal Le Jour Plus, dans sa parution du mercredi 18 août 2021, a indiqué à sa une que pour la présidentielle de 2025, Laurent Gbagbo choisit son fils Michel Gbagbo et dit non à Blé Goudé. Est-ce que pour vous, Ambroise, ce schéma il est possible? Laurent Gbagbo choisit Michel Gbagbo pour la présidentielle 2025. Je voudrais bien savoir d'où les confrères tiennent cette information. Moi, je ne l'ai pas, pour ma part, je ne l'ai pas. Je ne peux pas spéculer sur du vide. Vraiment, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Mais s'il advenait qu'il prennent le parti de mettre en orbite son fils contre Blé Goudé, je ne sais pas, ce serait peut-être... c'est un coup de poker. C'est un coup de poker parce que Blé Goudé, par rapport à son fils, Blé Goudé a plus de popularité. Ça ne se discute pas. Parce que le fils, il n'est vu que par le nom du père. Michel ne s'est pas encore fait. C'est Gbagbo, c'est le nom Gbagbo qui est collé à son nom. Il peut capitaliser sur ce nom, la réputation de son père et puis propulser le FPI à ce niveau-là. Mais il capitalise comment? La politique, c'est le terrain qui détermine les leaders. Ce n'est pas les noms. C'est pas les noms. Il a beau s'appeler Gbagbo, si sur le terrain, il n'amasse pas foule, comme on dit. Si sur le terrain, son discours ne passe pas, ce sera difficile qu'il puisse
attirer les foules vers lui, comme le faisait son père ou comme le fait son père. Donc, le nom Gbagbo ne suffira pas pour lui, c'est clair. Et face à Blé Goudé, si Blé Goudé c'est déjà dans cette bataille-là, je crois que les pronostics sont en sa faveur. Ça, il n'y a même pas de débat. Alors, Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif en charge de l'information, de la communication et de la propagande du PDCI, au cours d'une cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié à Damé, sous-préfecture, Dany Bilecro a indiqué que le PDCI reviendra au pouvoir en 2025 avec une nouvelle génération. Comment vous comprenez ces propos de Jean-Louis Billon? Oui, Jean-Louis Billon, comme je l'ai dit, pour naviguer, il est un peu dans l'émotionnel. Hein. Il est un peu dans le sensationnel, dans l'émotionnel. C'est pas... Non, la politique, c'est pas ça. Et le PDCI reviendra au pouvoir avec qui? Parce qu'aujourd'hui... Justement, je voulais vous poser cette question. Voilà. Avec qui le PDCI reviendra voilà. au pouvoir? Parce qu'on a compris, la configuration politique en Côte d'Ivoire est telle que aucun parti seul, je vais parler des grandes formations, notamment le FPI, le PDCI, le RHDP aujourd'hui, et aucun ne peut venir sur le pouvoir. Il faut forcément une alliance. Hein. Alors le PDCI sera avec qui pour reprendre le pouvoir en 2025? C'est la grande question que je me pose. Avec le FPI de Laurent Gbagbo, qui lui aussi veut venir au pouvoir, ils vont se bouffer le nez. Moi, je ne sais pas avec quelle alliance. Après, il est dans l'émotionnel. Il croit qu'il suffit de diaboliser le RHDP pour capter l'attention des populations. Vous pensez qu'en le disant, il diabolise le RHDP? Oui, mais son discours aujourd'hui, c'est un discours de diabolisation du RHDP. Je l'écoute très souvent. En quel sens? Non, mais ses propos, quand il tient des propos, tout tourne autour de ça, de dire que le RHDP, c'est un parti qui est incapable, c'est un parti... Bon, c'est de la politique. Oui, c'est de la politique, mais je dis ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour gagner 2025, pour lui, pour le PDCI. Donc pour vous, le PDCI n'a pas de chance pour revenir au pouvoir en 2025? Non, je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin. Moi, j'analyse ce que je vois. Hein. Et quand vous analysez, qu'est-ce que vous voyez? Quand j'analyse, je dis que le PDCI seul ne pourra pas revenir au pouvoir. Ils vont revenir avec qui? Qui pourra leur dérouler le tapis? Qui pourra les soutenir pour qu'ils viennent au pouvoir? Aujourd'hui, le PDCI, quand on prend le PDCI, aujourd'hui, la base du PDCI est effritée. Beaucoup de cadres du PDCI sont allés au RHDP. Hein. La rupture... Au PDCI, on dit que ce ne sont pas les cadres du PDCI qui sont allés au RHDP. Non, on ne me dira pas que... On dira qu'on les compte du bout des doigts. Le ministre Adjoumani, Akawele, le ministre Akawele, Siandou Fofana, et j'en passe, c'est des cadres PDCI à la base. Les cadres PDCI à la base. Ils sont partis sans la masse. Qui vous dit ça? Oh, mais c'est un discours populiste. Ceux qui disent ça, ils tiennent un discours populiste. Parce qu'aujourd'hui, on sait comment la masse est. Hein? En Afrique, les populations n'ont pas de convictions politiques. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui. Les populations ne sont pas dans des histoires de convictions politiques. Ils suivent les leaders qui leur donnent à manger. Ils suivent les leaders qui résolvent leurs problèmes. Ils suivent les leaders qui sont là pour eux, qui sont prêts pour eux, comme on dit vulgairement. Voilà, donc la base n'est pas dans les convictions. Donc dire que la base n'a pas suivi, je trouve que c'est un discours simpliste et populiste. Voilà, qui ne peut pas abuser l'observateur averti de la politique ivoirienne. Alors, ces derniers temps au PDCI, il y a des actions qui sont menées pour faire passer la candidature du président du PDCI, Henri Konan Bédié, au prix Nobel de la paix. Pour le confrère de Le Matin, cela relève de la plaisanterie. Le concept de l'ivoirité, le CNT, le boycott actif et la désobéissance aux civils sont entre autres arguments qui le disqualifient. Quel est votre avis sur la question? Henri Konan Bédié, prix Nobel de la paix. Je partage leur avis sans partager les thèmes qu'ils emploient, notamment une plaisanterie. Pour vous, c'est quoi? Je ne dirais pas que c'est une plaisanterie, mais je dirais tout simplement que là encore, ils sont dans l'émotionnel. Hein? Ils sont dans l'émotionnel, c'est pas rationnel de dire ça. Parce que quand on regarde, on peut dire ça à ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, que le président Bédié, c'est un rassembleur, le président Bédié, il mérite le prix Nobel, mais pour nous qui vivons la réalité ivoirienne, qu'a-t-il fait concrètement, ce monsieur? Qu'a-t-il fait pour rassembler les Ivoiriens? On se rappelle, il n'y a pas longtemps, il était à la tête du CNT. Le CNT, c'était quoi? C'était un coup d'État qui ne disait pas son nom. Hein? Il cherchait à déstabiliser le pouvoir en place. Hein? Il était à la tête d'une... Si je puis dire, il était à la tête d'une rébellion. Parce que c'était une rébellion, il faut le dire. Il faut employer les termes. Hein? Donc, il ne mérite pas le prix Nobel. Non. Mais pour vous... Ce n'est pas moi qui décerne le prix Nobel, mais moi, j'ai fait mon analyse.
Je dis, il n'a pas posé. Parce que ceux à qui on décerne le prix Nobel, ils ont des faits d'armes, ils ont un vécu. Et on a vu Nelson Mandela, Donc, qui, quand il est sorti des prisons, a milité pour pacifier l'Afrique du Sud. Pour vous, Bédié n'a pas de fait d'armes. En Côte d'Ivoire, quel est l'homme politique qui a des faits d'armes pour justement remporter ce prix? Ou bien il n'y en a pas? Non, le prix Nobel. Alassane Ouattara? Oui, le président Ouattara, je dirais pas, moi je ne parlerai pas en termes de prix Nobel. Hein. Parler en termes de prix Nobel, déjà même évoquer la question du prix Nobel, qui est nobélisable en Côte d'Ivoire? Qui est nobélisable? Tous ces leaders politiques qui soulèvent tant de passions, qui opposent tant les Ivoiriens, tous ils sont logés à la même enseigne quasiment. Hein. Moi je trouve, maintenant aujourd'hui... Alassane Ouattara, Bédié, Gbagbo, Afi, personne non, je dirais pas n'est digne de remporter ce prix Nobel. Non, on ne peut pas. Le prix Nobel, ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu, on n'est pas assis quelque part à Brahma Kotobia, à Djamé pour dire un tel là. Non, non, non. Il faut que les gens posent des actes qui vont dans le sens de la paix. Il faut que les gens posent des actes qui rassemblent les Ivoiriens. Aujourd'hui, on peut dire que le président Alassane Ouattara pose des actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Hein. Parce que moi, à sa place, je ne sais pas si j'aurais permis que le président... Il n'est pas le seul à poser des actes de réconciliation. Laurent Gbagbo, en acceptant de rencontrer Ouattara récemment, c'est un acte de réconciliation. Oui, Henri Konan Bédié, en acceptant d'aller rencontrer Ouattara à l'hôtel du Golfe, c'est un acte de réconciliation. Oui. Laurent Gbagbo et Bédié qui se sont rencontrés à Daoukro, c'est un acte de réconciliation. Ouais. Si Ouattara, vous estimez qu'il a posé des actes de réconciliation, et donc on peut le rapprocher de ce prix, c'est qu'on peut rapprocher les autres aussi de ce prix. J'ai dit, le prix Nobel ne se gagne pas sur des actions sporadiques ou bien des actions ponctuelles. Ça, c'est des faits ponctuels que vous me citez là. Et donc les faits de Ouattara ne sont pas ponctuels? Non, lui il a le beau rôle en même temps. Il est à la tête de l'État. Il pose des actes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exilés qui sont entrés. On ne le dit pas, mais il y a beaucoup qui sont entrés qui ont retrouvé leur poste. Hein, et qui ont retrouvé leur poste. Aujourd'hui, il n'y a plus la chasse aux sorcières que certains craignaient. Il n'y a pas ça. Quand tu rentres, mais tu es en paix. Quand tu rentres, mais tu es en paix. Hein. Donc, ils posent des actes vraiment qui vont dans le sens. Moi, je dis dans le sens. Moi, je ne parle pas de prix Nobel, vraiment. Je dis qui vont dans le sens de la réconciliation. Voilà. Ils se distinguent par ça, au moins. Il se distingue par ça, il faut le reconnaître. Alors, on va parler maintenant de Mamadou Coulibaly qui a démissionné de la tête de la mairie d'Azagué. Selon les informations relayées par la presse, il aurait démissionné après avoir reçu un courrier du Premier ministre Patrick Hachi l'informant du prélèvement de 4 millions de francs CFA sur sa rente viagère en sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'il est toujours en exercice en tant que maire et que de ce fait, l'État lui verse des indemnités. Il aurait donc choisi de démissionner pour tirer cette affaire au clair devant la justice. Comment vous expliquez cette démission de Mamadou Coulibaly? D'aucuns disent que il a préféré l'argent, d'autres disent qu'il a été forcé à la démission par les pouvoirs en place. Non, non, il n'a pas été forcé. Il a tiré les conséquences de la situation dans laquelle il était. C'était quoi cette mais ça, c'est la loi portant statut des anciens présidents d'institutions, anciens ministres, le chapitre 16, hein, qui le frappe de plein fouet. Hein, parce que la rente viagère cumulée, l'État ne peut pas être en train de te verser ça. Et puis il va te payer encore un salaire mensuel. Ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre. Ça relève. C'est une question de bonne gouvernance. Eux qui parlent, qui accusent tant le RAIDP de ne pas d'être dans la malgouvernance. Mais ça aussi, c'est une exigence. Mais pourquoi c'est maintenant que cela a été découvert par le pouvoir? Mais pourquoi ça fait maintenant environ 2 ans qu'il est là. Les choses se font en leur temps, chaque chose en son temps. C'est aujourd'hui que le Premier ministre a relevé ça. A raison d'ailleurs, parce que ça ne pourrait pas perdurer. Vous aurez voulu qu'on laisse faire, parce qu'on n'a pas plutôt condamné ça. Mais pendant ce temps, le pouvoir a laissé faire. Le pouvoir, est-ce que le pouvoir a laissé... Mais le pouvoir a plein de dossiers à régler. Il y a plein de dossiers à régler. Et ce dossier en ce moment n'était pas important. Pas qu'il n'était pas important, mais c'est aujourd'hui on met le curseur là-dessus. Le moment est arrivé d'en parler, c'est tout. Ça, on ne peut pas en faire greffe au pouvoir d'avoir attendu. D'accord. La seconde partie de cette émission nous conduit au rétro. La semaine passée, la revue de presse grand format avait pour invité Romaric Sako,
Il est également un journaliste. Il s'est prononcé sur la question de savoir quel avenir politique pour le FPI sans Laurent Gbagbo. C'est un pays qui n'a plus véritablement son feu. Parce que vous voyez quand même, l'exemple est là avec les élections législatives, dont il ne faut pas se voiler la face. C'est clair. Afi N'Guessan a eu 2 députés, le FPI a eu 2 députés, je ne vais pas dire FPI et l'autre camp a eu 2 députés. Bon, l'EDES, qui est très proche de Laurent Gbagbo, a eu plus d'une dizaine de députés. Vous voyez déjà que la balance n'est pas du tout équilibrée. Et voilà, c'est ce qui va véritablement agir sur les affidés. C'est pour dire que Laurent Gbagbo va, c'est tellement il laisse, c'est ce qu'il dit, il laisse laver l'ombre à Afi. Il sait véritablement qu'elle est vide. Mais on ne peut pas tout de go déterminer l'avenir, on ne peut pas se prononcer parce qu'on ne sait pas de quoi aussi est capable l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo. Tout à fait. Parce que c'est un homme qui il aime bien aller droit au but. Il ne recule pas. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Pendant la rébellion et jusqu'à aujourd'hui où le comité central voulait en tout cas vraiment confisquer tous ces pouvoirs-là, mais Afi a tenu jusqu'à aujourd'hui. Il a une ambition, il veut aller aux élections présidentielles. Bon, demain on attend, comme il a une sortie, on attend. Alors Ambroise Titi, on vient ensemble d'écouter l'argumentaire du journaliste Romaric Sako sur la question quel avenir politique pour le FPI sans Laurent Gbagbo qui a décidé de partir et qui décide de créer très bientôt son nouveau parti politique. Est-ce que vous partagez l'avis de Romaric Sako? Oui, en partie, lorsqu'il dit surtout qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà. Personne ne peut avec exactitude à leur hache dire que le FPI sera ci, le FPI sera ça. Non, ce n'est pas possible, c'est de la sorcellerie. Cependant, on peut dire c'est un FPI fragilisé aujourd'hui. Fragilisé, c'est plus, comme il a dit, c'est plus le grand fleuve vers lequel les affluents se dirigeaient. Aujourd'hui, lui-même, il a pas de devenir plusieurs affluents. Et puis il s'est scindé en plusieurs affluents. Il est menacé, pas de disparition, mais menacé de fragmentation. Voilà, donc c'est un parti totalement affaibli, comme le président Afi l'a dit lors du comité central qu'il a réuni, c'est un parti affaibli, et par le fait de son fondateur. C'est ça le paradoxe dans cette affaire du FPI. Hein? C'est le fondateur qui en même temps est le fossoyeur. C'est comme le dieu Chronos qui mange ses propres enfants. Ouais, c'est préoccupant pour eux. Le parti affaibli, Afi de l'autre côté, Laurent Gbagbo de l'autre côté, mais qui des deux, au juste, est en bonne position? Non, au sein du FPI, faut pas quand aussi... même, il y a un camp où vraiment on est en pole position. Faut pas aussi se voiler la face. Hein. Et comme on le dit, la légitimité au FPI, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. C'est Laurent Gbagbo. On a beau ne pas l'aimer, mais là-bas, il apporte l'adhésion. C'est vrai, Afi va tracer sa voie, il va faire ce qu'il pourra, mais en termes de popularité, en termes comment dire encore, en termes d'assises, je ne pense pas qu'il puisse égaler Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Ouais, je ne pense pas. Il va peut-être faire son tour, je reviens là-dessus, mais quand tu as dit qu'il va égaler Laurent Gbagbo, non, je ne pense pas. D'accord, c'est bien noté. Le samedi 14 août 2021, un communiqué produit par le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle faisait état de la détection d'un premier cas du virus Ebola à Abidjan. Il s'agit d'une jeune fille de 18 ans venue de la Guinée-Conakry. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 50 cas confirmés. Comment peut-on expliquer l'apparition de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire? C'est la question du micro-trottoir.
D'abord pour la première des choses, puisque les Ivoiriens ne savent pas pour l'instant qu'il y a eu l'apparition d'Ebola en Côte d'Ivoire, d'abord, il faut mener des campagnes de sensibilisation pour pouvoir mettre la population au courant qu'il y a déjà un virus en Côte d'Ivoire. Donc, ils doivent faire très attention. Non, moi, ce que je peux dire pour les gouvernants, quand on dirige un pays, on ne le fait pas avec complexe. On connaît le problème de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un bon pays. La Côte d'Ivoire est convoitée par tout le monde. C'est vrai, donc il y a une très grande vague d'immigration ici en Côte d'Ivoire. Et donc avec tous ces maux, ces corrélats de maladies que ça comporte, il faut alors pour résoudre ce problème, il faut une bonne politique d'immigration en Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas de politique d'immigration, le policier ou le gendarme, le militaire qui se trouve à la frontière, il n'a aucun outil. Il n'a aucun outil d'arrêter quelqu'un. Voilà, même si il vient d'un autre pays, un pays tiers, où c'est une maladie, le policier ou le gendarme, en tout cas les éléments de force de l'ordre, n'ont aucun outil pour arrêter tout ça. Donc pour moi, il faut une politique d'immigration. Et c'est cette politique d'immigration, la loi, qui peut donner les moyens à nos autorités militaires et policières de réguler un peu le flux migratoire. Bon, il faut qu'on mette des mesures d'hygiène plus sérieuses en place. Mais ils doivent contrôler les gens qui rentrent en Côte d'Ivoire, les étrangers. On doit leur faire des tests médicaux. On doit mettre des mesures sanitaires aux corridors et aux frontières de notre pays pour éviter que des personnes contaminées puissent y entrer. Brassage. Et si on évite, à partir du trafic, on évite de pouvoir bien organiser là-bas le dépistage de tout ça, c'est ce qui va faire que ça va se propager. Mais sinon, si on prend les mesures véritables dans les frontières, je pense qu'on n'a pas trop grand-chose à craindre. Bon, c'est à l'État de prendre ses précautions pour telle qu'on puisse éviter que ça soit plus grave. Voilà, une fois la maladie se présente, c'est aux autorités de prendre les précautions pour ne pas que ça se propage dans le pays. Alors Ambroise, que vous inspirent ces réactions de ces quelques Abidjanais que nous avons interrogés? Non, le virus Ebola, c'est une maladie très dangereuse. Hein. On a vu en 2013 et 2016 les ravages que ça a fait en Guinée, à Sierra Leone, les pays frontaliers, la Libéria. Donc il faut vraiment prendre les mesures draconiennes, comme l'ont dit ceux qui sont passés là dans le micro-trottoir. Je partage leur proposition. C'est surtout la porosité. Le cas de la jeune fille, là, Kadidiatou Diallo, comme elle s'appelle, la Guinéenne, qui est entrée en Côte d'Ivoire, c'est ça. Elle n'a pas été contrôlée aux frontières. C'est la porosité. C'est toujours le même problème. Hein. Et ça relève de l'immigration, comme l'a dit le monsieur. Et qui est à la base de ce problème? Mais bon, ce sont nos gouvernants qui n'ont pas été trop regardants sur les mesures qu'ils ont eux-mêmes arrêtées, c'est-à-dire la fermeture des frontières. Oui, bon, est-ce qu'en ce temps-là, c'était la fermeture des frontières qui... Mais je veux dire... Elle est arrivée récemment. Les agents des forces de l'ordre, là, les militaires, comment ils appellent, les eaux et forêts, les agents des eaux et forêts, tout ça. Mais le contrôle est très, très laxiste. Le contrôle est très laxiste. Ça, il faut le dénoncer toujours. On laisse passer n'importe qui donne 500 francs, qui donne 1000 francs. Mais il faut qu'on sorte de ça. Aujourd'hui, on met le pays en danger. Parce qu'un seul cas peut embraser tout un pays. On l'a vu, 50 cas contacts. Bon, tout à l'heure, vous avez relevé 50 cas positifs confirmés, c'est vraiment confirmé. Moi, le ministre a parlé hier, il a parlé de 50 cas contacts. Voilà, que c'est pas encore, la maladie n'est pas encore là, mais c'est des gens qui ont été en contact avec la jeune fille. C'est ce qu'on appelle les cas contacts. Et aujourd'hui, il y a des campagnes de vaccination qui sont menées. Voilà, donc je crois que les gouvernants tiennent là l'occasion de vraiment de muscler la riposte pour qu'on puisse endiguer le mal. Hein. Pour qu'on puisse endiguer le mal, parce qu'il ne faut pas laisser ça. Hein. Ça c'est une maladie elle est plus dangereuse même que le Covid. Hein. Ça, on ne le dit pas assez, mais elle est plus dangereuse que le Covid. Et que faire? Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Il faut désormais, à la frontière, mais le ministre Bagondo l'a dit la dernière fois, j'ai suivi l'élément à la télé, qu'il faut désormais qu'on ne laisse pas entrer n'importe qui.
Il faut que le contrôle aux frontières soit de plus en plus rigoureux, soit ferme. À chaque fois, c'est dit, il faut être rigoureux, mais les gens rentrent seulement. Voilà. Donc maintenant, il faut passer à la phase phase de la répression. Le véritable problème. Les gens rentrent, malgré qu'on dit de ne pas laisser les gens entrer. Oui, mais le ministre aussi ne va pas aller là-bas. Ce n'est pas au ministre. Il ne lui appartient pas maintenant. C'est à lui de tirer les conséquences de tout ça pour essayer de réprimer. Hein? Il faut maintenant réprimer les agents. Il faut passer à la phase de la répression des agents. Des agents véreux. Parce qu'il y en a, comme dans tout corps. Hein? Il y a des agents véreux qui ferment les yeux. Hein? Et là, aujourd'hui, la nation, elle est véritablement menacée. Ce cas-là, il faut le circonscrire, hein? Pour ne pas que ça se propage. Parce qu'on a vu les ravages à côté. Hein? On a vu les ravages à côté. Alors, cette maladie, elle est très dangereuse. Hein? Alors, pour tenter de freiner tout de suite l'avancée de cette maladie, le gouvernement ivoirien a arrêté plusieurs décisions, notamment l'organisation du suivi de tous les contacts identifiés, la vaccination immédiate des groupes cibles, la collaboration transfrontalière intense avec la Guinée. Est-ce que vous trouvez ces mesures suffisantes? Rien, dans ce cas-là, rien n'est suffisant. Il faut toujours prendre le maximum de mesures. Le maximum serait d'ajouter quoi au-delà de ce qui a été cité? Non, il faut suivre. Vraiment, comme l'a dit, il y a une jeune fille qui a dit, il faut suivre médicalement tout ce qui entre. Il faut des contrôles médicaux pour voir qui a la maladie, qui ne l'a pas. Il ne faut pas qu'on se fie, qu'on fasse des contrôles au faciès. Hein? En Côte d'Ivoire, on a les moyens de le faire? Mais la Côte d'Ivoire est un grand pays, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est un grand pays qui peut se donner les moyens d'établir ces contrôles-là, les contrôles les plus rigoureux possibles, pour éviter, parce que cette maladie, elle est très dangereuse, je l'ai dit, elle est plus dangereuse que le Covid qu'on craint aujourd'hui. Hein? Elle est plus dangereuse. À la base, on l'appelait fièvre hémorragique. À raison, parce que tu vomis le sang, on vomit le sang par tous les orifices. Vous imaginez? Par tous les orifices. Voilà. Donc c'est une maladie qui est tellement dangereuse qu'il faut que les gouvernants prennent la mesure de ce danger-là pour prendre davantage de précautions pour que les populations ne subissent pas de plein fouet ce mal-là. Hein? C'est une maladie qu'il faut vraiment éviter. Hein? C'est une maladie qu'il faut éviter. Elle est tellement mortelle que je ne sais pas s'il y a encore un équivalent. Hein? C'est une maladie. Mais il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir les soignants. Les soignants qui sont habillés comme les cosmonautes. Hein? Ça vous montre le degré de dangerosité de la maladie. Hein? Parce que même ceux qui viennent prendre les malades, ils sont vêtus de combinaisons vraiment d'astronautes. Donc c'est une maladie qui commande que les gouvernants en prennent toute la mesure pour prendre les mesures qu'il faut pour la circonscrire à la jeune dame-là. On espère qu'elle n'a pas contaminé d'autres personnes. En tout cas, on espère. Voilà, on espère qu'elle n'a pas contaminé. Surtout que déjà, il y a une résurgence des cas Covid, il y a aussi la grippe aviaire, ça fait autant de maladies en Côte d'Ivoire. Finalement, on est tous apeurés. Les flots nous tombent sur la tête, mais prions Dieu que ça ne fasse pas plus de dégâts. Voilà, c'est une prière. Voilà, c'est une prière. Mais il y a aussi la grippe aviaire. Oui, la grippe aviaire. Oui, la grippe aviaire, elle est là, mais elle a été là. C'est vrai, ça va toucher beaucoup plus les fermiers dont la volaille va être abattue, parce que c'est le seul remède. Il faut abattre la volaille qui est contaminée ou qui est censée l'être. Voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'il y a problème, parce que les gens ont investi de l'argent pour faire des fermes. Et s'il faut maintenant venir les abattre, bon, j'espère qu'il y aurait des moyens de compensation, des mesures d'accompagnement pour dédommager un tant soit peu ces fermiers-là qui seront touchés par ces mesures. Alors, on arrive à la dernière étape de cette émission consacrée au focus média africain. Cette semaine, c'est le Sénégal qui est au cœur de cette rubrique, comme le témoigne cet élément commenté par Sarah Adiko. Cette semaine, dans Focus Média africain, nous déposons notre valise au Sénégal. D'entrée, on parle d'éducation avec le concours général édition 2021 qui s'est déroulé le mardi 17 août 2021. Cet événement qui vise à récompenser les efforts académiques des élèves et étudiants sénégalais a vu la présence du premier des Sénégalais, Macky Sall. Selon le confrère, face aux actes d'indiscipline et aux tricheries dans les écoles et universités, le président de la République brandit la cravache. Le journal rapporte que Macky Sall a demandé à ses ministres en charge de l'éducation
l'obligation de sévir sans faiblesse contre les auteurs d'indiscipline et les tricheurs. Cela, dit-il, pour ne pas laisser pousser la mauvaise graine à l'école. Parlant de positionnement dans le grillon présidentiel, le journal Critique fait état d'une guerre de survie. Pour le confrère, à moins de 150 jours des élections locales, les masques tombent dans l'entourage présidentiel pour des raisons diverses et variées. Il ajoute que les enjeux politiques liés aux échéances à venir ne sont pas étrangers à cette querelle feutrée qui, selon le quotidien, rencontre la sourde oreille du président Macky Sall. Pendant ce temps, le journal Le Quotidien fait cas d'une psychose Macky au sein de la coalition de l'opposition sénégalaise qui craint d'être divisée par les manœuvres du pouvoir, souligne Le Quotidien. Direction à présent à la rédaction de l'Info. On y apprend que le Sénégal est épinglé par les États-Unis pour pêche illégale. Pour le confrère, un rapport de la National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA sur la pêche illégale identifie le pays dirigé par Macky Sall pour avoir des navires qui ont enfreint les mesures de conservation de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Épinglé, le Sénégal revendique la radiation du navire FV Mario numéro 11 du pavillon national sans pouvoir en apporter les documents de preuve, ajoute l'info. Terminons ce focus média africain au Sénégal avec Réumi Sport Plus qui évoque la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 au Cameroun. Selon le journal, les Lions du Sénégal qui affronteront le Zimbabwe, la Guinée-Conakry et le Malawi héritent d'un groupe facile mais piégeux. Le quotidien rapporte de l'ancien international El Hadj Diouf qu'aucun adversaire n'est au-dessus du Sénégal. Il prédit d'ailleurs la coupe pour son pays. Attendons de le voir. En attendant, on s'arrête là pour ce Focus Média africain. À la semaine prochaine. Alors Ambroise Tétié, on a entendu aussi dans l'élément que le président a décidé de sortir la cravache pour combattre les actes d'indiscipline, la tricherie au sein de l'école. Ouais. Je crois que c'est un mal qui devient endémique au niveau des pays africains. Ici aussi, on remarque beaucoup de dérives dans les écoles. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le cas des congés anticipés. Il y a eu dans le temps aussi les bureaux d'école qui devraient être un espace d'éducation, un espace de civisme. Malheureusement, par la faute de certains élèves au mauvais comportement, devient le champ de toutes les dérives. Le champ de toutes les dérives. Donc, si le président Macky Sall sort la cravache, je crois qu'il a raison de le faire. Il faut que les gouvernants prennent la mesure de ce mal-là. Parce que la jeunesse est le futur de toute nation. C'est l'avenir, comme on dit, de toute nation. Si une jeunesse est mal élevée, mal éduquée, je crois que c'est la nation qui va... Donc, je crois de le faire. Et ici aussi, il faudrait en prendre la graine et faire pareil. Voilà. Alors, il y a un journal également qui rapportant les propos de l'ancien international sénégalais El Hadj Diouf, qui a signifié que le Sénégal n'a pas d'adversaire en face et donc le Sénégal va remporter la CAN 2021 qui va se dérouler au Cameroun. Il le dit en tant que patriote sénégalais. Moi aussi, je pourrais dire la même chose en tant que patriote. C'est une affirmation qui n'engage. Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire, on est dans une coule prénable. Beaucoup l'ont dit avant moi. La poule E, il y a l'Algérie, il y a la Guinée équatoriale, la Sierra Leone. Et à part l'Algérie, et c'est vrai, en 2019, en quart, nous a battus. Mais on peut aussi prendre notre revanche contre l'Algérie. Ce n'est pas un foot de guerre pour nous aussi. Donc, je crois que nous aussi, on peut le dire. On peut dire ce que Diouf a dit, que la Côte d'Ivoire peut prendre cette coupe-là, elle est prenable. Avec cette génération, la Côte d'Ivoire a toutes ses chances de remporter une troisième CAN. Oui, d'autant que les éléphants ont ceci de particulier que quand on les supporte, quand on compte sur eux, ils ne font rien. Donc il ne faut pas compter sur les éléphants. Voilà, vous dites... Les éléphants, il n'y a rien, il n'y a pas d'élément qui se transcende. C'est dans ces conditions-là qu'ils vont loin. C'est dans ces conditions-là qu'ils créent la surprise. Et moi, j'ai bon espoir que quelque chose de bon va sortir du Cameroun. Alors, Ambroise Tétié, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin avant qu'on se dise au revoir. Ok. Je voudrais vous remercier pour cette tribune, pour cette lucarne que vous me donnez, pour m'exprimer, pour donner mon avis sur différents sujets, pour croquer l'actualité nationale et internationale, comme on dit. Moi, je vous souhaite longue vie. Vous êtes en train de faire votre trou. Que Dieu vous aide pour que vous soyez un jour sur le bouquet. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci à vous, Ambroise Tétié, journaliste, analyste politique, de nous avoir aidé à décrypter l'actualité de la semaine. C'est la fin de cette émission. Merci
à toutes et à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion pour un autre numéro de l'émission Revue de presse grand format.